pouvoir démarrer. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents pour ce nouvel épisode dans la session des webinaires EasyDesk. Donc, comme à son habitude, un coup c'est la partie UM, un coup c'est la partie ITSM. Aujourd'hui, on va faire un focus sur un nouvel outil, un outil iPaaS et comment intégrer, automatiser justement tous vos processus grâce à l'iPaaS. Donc, l'iPaaS, pour la petite définition, c'est Integration Platform as a Services. Donc, en français, c'est la plateforme d'intégration comme un service manager. Donc, on va faire un focus sur tout ça et vous expliquer un petit peu l'avantage de faire appel à cette plateforme. Donc, je serai accompagné d'Anouar sur ce webinaire, euh, comme à son Bonjour à habitude, tous. hein, Bonjour à tous. toujours. Bonjour à toutes. Bonjour Anouar, tout comme son habitude, toujours pre-sales, c'est chez EasyDesk. Juste avant de lui donner la main, parce que on va faire vraiment un focus technique sur le sujet, je voulais juste un petit peu mettre quelques éléments pour illustrer le fait et surtout les conditions dans lesquelles l'IPaaS a son intérêt. Donc, euh, on le redira plus tard, mais Eventi, on fait le choix stratégique aujourd'hui euh, de trouver comme partenariat Workato, la plateforme Workato, qui est la plateforme iPaaS, donc, qui est pleinement intégrée dans l'ITSM, on le verra. On peut utiliser l'IPaaS dans plusieurs contextes, euh, pour plusieurs conditions. Mais dans notre cas à nous, toujours dans le chapitre ITSM, aujourd'hui, pour planter un peu le décor, on a fait l'effort avec nos clients, avec la plupart d'entre vous, de mettre à disposition un catalogue de services aux utilisateurs et d'avoir autour de ça toute une conduite du changement pour éviter d'avoir des utilisateurs aujourd'hui, lorsqu'ils déclarent un incident ou une demande, euh, de vous les envoyer par mail ou d'appeler directement la hotline ou pire encore, de venir directement dans votre service pour vous dire il y a tel ou tel problème, tel incident, ou j'ai besoin de telle ou telle chose. Donc, on a fait tout un effort pour axer l'utilisateur sur ce catalogue de services. Donc, on ne va pas y revenir, mais le catalogue de services a plusieurs intérêts. Déjà, c'est pour faire gagner du temps, de pouvoir avoir des SLA, de pouvoir avoir un suivi de l'incident, de la demande, etc. Donc tout ça, ça prend du temps généralement, et quand on y arrive, on est content parce que ce catalogue de services, quelque part, devient la colonne vertébrale du support informatique. Et ayant fait tout ce travail, l'idée c'est de se dire, ce catalogue de services, qui initialement, pour la plupart d'entre vous, c'est dédié aux problématiques IT, ce catalogue de services, je vais l'ouvrir à d'autres départements et l'ouvrir, ce qu'on appelle nous à de l'ESM, de l'Enterprise Service Management, à d'autres départements, RH, logistique, etc. J'en oublie beaucoup. Mais l'idée, c'est que Eventi donc s'ouvre à ces process d'ESM, d'Enterprise Service Management, à travers des workflows bien définis, des workflows dédiés logistique, RH, comptabilité, frais généraux, etc. Mais on remplacera jamais un pure player, un ERP, un SIRH ou un outil vraiment dédié à la cause RH ou à la cause logistique ou finance. Et c'est là que intervient la partie iPaaS pour pouvoir justement effectuer une connexion, que ce soit un outil on-prem ou cloud, et euh, permettre facilement, j'ai envie de dire, de pouvoir intégrer cette application, cette solution tierce dans votre catalogue de services, que ce soit pour transiter des données d'un côté en bidirectionnel. Donc voilà, donc tout l'intérêt est là. Je ne vais pas aller plus loin parce que je sais que Anouar a prévu de vous en expliquer un peu plus sur la partie technique, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est faciliter l'interfaçage avec les applications tierces et la maintenir dans le temps aussi facilement qu'on l'a mis en place. Et ça éviterait euh, d'ores et déjà de ne pas aller vers cet interfaçage parce que c'est trop compliqué ou parce qu'il faut la maintenir. Aujourd'hui, c'est possible et on met les outils pour faciliter tout ça. Anouar, je te laisse la main pour Très bien. nous expliquer un petit peu cet outil. Très bien. Merci Benjamin pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va essayer de
de remettre un peu le contexte, même si Benjamin a introduit déjà pas mal de choses. On va essayer de comprendre pourquoi c'est important d'essayer d'accélérer cette transformation et de gérer des intégrations avec vos différentes solutions du marché. Voir un peu l'enjeu, les difficultés que nos clients rencontrent aujourd'hui pour réussir ce genre d'intégration. Et on va voir quelques cas d'usage, il y en a plein, hein, vraiment par rapport à ce chapitre. Et ensuite, on partira sur une démonstration directe sur l'outil pour voir comment les choses se concrétisent. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, l'environnement de travail devient de plus en plus complexe dans le sens où on a une émergence qui est très importante des applications, principalement des applications SaaS. Donc, ce n'est pas un constat du jour. Ça fait quelques années que euh, cette explosion, entre parenthèses, de nombre des applications SaaS qui sont utilisées par différentes organisations, ce qui fait que aussi, en termes de data, en termes de données, on va avoir un flux important et des quantités importantes de données à gérer qui vont transiter d'une application à une autre, ce qui fait que de point de vue intégration, on a un vrai intérêt de comprendre comment tout ça s'est articulé, pardon, et de cette manière-là, en fait, on va pouvoir piloter l'ensemble des interconnexions qui existent dans une organisation. Le sujet d'interconnexion, d'intégration d'autres solutions n'est pas forcément lié à des solutions purement IT, ça peut être des solutions métiers, ça peut être du SIRH, ça peut être de la finance, ça peut être n'importe quelle plateforme de gestion de GMAO, etc. D'où l'importance de se poser ces questions-là. Et ce qui a été constaté par une étude dont je vous ai mis la source sur ce slide-là, c'est que vraiment, la problématique, c'est que ces données sont silotées dans les organisations, on perd une vue unifiée du point de vue client et on n'est pas en capacité, à vrai dire, de rassembler les éléments du puzzle pour vraiment être sûr que le service rendu est accepté par les utilisateurs et on a du mal même à mesurer ces éléments-là. Donc ça, c'est vraiment le constat, une explosion de nombre des applications SaaS, même aussi on a des organisations telles que les collectivités qui gèrent encore des solutions maison, des solutions on-prem, mais je pense que ça c'est le point important, c'est vraiment l'utilisation importante des applications SaaS avec l'émergence de l'IA, on en parlera sur certains cas d'usage. Un nombre important de flux de données, ce qui fait que voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec un besoin important de pouvoir intégrer ces applications-là, de les faire communiquer de façon sécurisée et surtout avoir une visibilité sur les orchestrations qui se font dans une plateforme ITSM, puisque ça reste, comme disait Benjamin en introduction, la colonne vertébrale d'une DSI. Et c'est là où on va essayer de comprendre ce qui se passe, avoir des outils de pilotage, de supervision aussi de ces interconnexions. Beaucoup de difficultés, pas mal de défis quand on gère un projet d'intégration. Le constat, c'est que aujourd'hui les organisations, faute des moyens, faute des outils, faute des process qui sont parfois apparaissent complexes, se contentent de strict minimum dans le sens où on va chercher vraiment à avoir des actions statiques, des actions manuelles, des récupérations, par exemple des exports des données d'une plateforme RH qu'on va réinjecter dans une solution lambda. On est vraiment dans cette démarche-là d'export-import. On reste sur des données statiques brutes qui ne sont pas vraiment dynamiques et ça fait quand même, derrière, il y a un effort qui n'est pas négligeable de point de vue charge de travail qui coûte de l'argent derrière. Ça, c'est un premier point. Autre point, c'est que on est généralement, ce qui se passe dans les organisations, dans une intégration unidirectionnelle. Ça veut dire que les workflows qui sont implémentés vont aller récupérer des informations d'une plateforme. On n'a pas une vision 360 degrés où on va implémenter des process bidirectionnels, c'est-à-dire que
j'envoie des choses à une plateforme, il faut que je gère le retour. Est-ce que c'était bien établi ou pas? Dans cas d'erreur, qu'est-ce que je fais? Si c'est OK, qu'est-ce que je peux récupérer en retour? Donc, ce genre de process, c'est important, mais le constat, c'est généralement, on est dans une intégration, le strict minimum avec une synchro, par exemple, unidirectionnelle, d'une application A vers une application B. Les autres défis, c'est la complexité de mise en place. Pourquoi on parle de ça? Parce que généralement, quand on est face à un projet d'intégration ou veut s'interfacer à une solution RH, finance, etc., ce qu'il faut mettre sur la table, c'est vraiment les ressources qui vont développer. Voilà, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, les entreprises font des développements, ils vont faire appel des ressources compétences sur le sujet, qui vont avoir des compétences dans le langage dédié, avec un temps de mise en place qui n'est pas négligeable. On parle des mois de mise en place. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre l'application en face, il faut étudier son API, il faut voir quelles sont les méthodes d'exposé, quelles sont les différentes possibilités d'authentification, les débugages, etc. Donc, ça reste quand même un chantier qui n'est pas négligeable, avec des méthodes d'entre parenthèses classiques. On va développer des scripts, qu'on va essayer de consommer des API, que ce soit en SOAP, en REST, et c'est vraiment très consommateur et très chronophage. Et donc, par conséquent, c'est le dernier point qui est lié à la compétence, c'est que ces ressources, vous savez, ça coûte cher. Pareil, dans le cas, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on manque de documentation quand ces compétences-là mettent des développements. Il faut aller voir les sources, aller vérifier quelle version, quelle est en production. Est-ce qu'on a bien versionné les différents fichiers de code? Dans le cas d'un départ d'un collaborateur, si ces documents ne sont pas là, ben, c'est la cata et on va se retrouver face à suffit juste un incident sur une interface, ben, c'est compliqué. Il faut vraiment euh, trouver d'autres ressources avec le temps pour reprendre et comprendre ce qui a été mis en place. Donc voilà, pas mal de difficultés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment comment on peut simplifier ces process-là grâce à l'intégration intelligente en mode graphique, avec la capacité de ne pas forcément avoir des compétences en développement pour qu'on puisse derrière simplifier ces process et surtout avoir de la visibilité sur les interconnexions. Et surtout, encore une fois, d'éliminer ces tâches manuelles et se concentrer vraiment, que les équipes se concentrent sur la valeur ajoutée pour les utilisateurs. Donc, ces automatismes sont indispensables. Vraiment, c'est le cœur d'une productivité au sein d'une entreprise. Automatiser, c'est bien, mais contrôler aussi ces automatismes, c'est important. Donc, il faut se disposer des outils qui vont nous permettre en fait de comprendre le bon fonctionnement ou la présence de certains bugs dans l'interface sans forcément aller fouiller dans des fichiers de log avec des fichiers de centaines de lignes. Et donc, ça, c'est important. Ivanti, comme disait Benjamin, elle est dans cette démarche-là depuis quelques années. Donc, l'IPaaS, donc l'Integration Platform as Services, c'est un concept ou une technologie qui est intégrée nativement dans les solutions Ivanti Neurons for ITSM. L'avantage, c'est qu'on ne va pas reconstruire des choses, on ne va pas réinventer le monde. Le choix a été fait pour Workato, qui est un leader sur le marché des plateformes iPaaS. Et donc là, aujourd'hui, on présente cette solution dans le cadre d'un EOM avec iPaaS, avec Workato, pardon, et plein d'avantages par rapport à ce choix-là. Déjà, on est sur une intégration native dans la console de configuration de la plateforme Neuronsor ITSM que je vous montrerai sous peu. La richesse de contenu out of the box, donc ça je le répète à chaque fois, que ce soit sur la plateforme Neuronsor ITSM, mais ça s'applique aussi dans le cadre de l'IPaaS. On a à peu près plus, on va dire, de 1000 connecteurs nativement, donc avec les différentes solutions du marché. On va avoir une solution qui est low code, no code, dans certains cas où je n'ai pas besoin de mettre une ligne de code. On va exploiter le potentiel d'une interface graphique friendly, user-friendly, où on va pouvoir drag and drop, rajouter des briques, avoir un enchaînement de type process, démarrage, conditions, récupération, envoi, etc. Vraiment grâce à ce qu'on appelle des récipes dans le langage iPaaS ou des recettes
traduction française, c'est des modèles préconfigurés qui vont nous permettre, en quelque sorte, de savoir quand je me connecte à une application A ou B, de savoir quelles sont les possibilités offertes pour cette interface. Je n'ai pas besoin d'aller lire des centaines de lignes de documentation pour comprendre les différentes méthodes qui sont proposées. Ça va être vraiment intuitif. L'intégration bidirectionnelle, c'est important. Donc, ça veut dire que depuis ISM, je suis en capacité d'aller communiquer avec des solutions externes. Et dans l'autre cas aussi, je vais avoir une sorte de listener qui sont proposés pour dire, bah, tiens, si j'ai une mise à jour dans une plateforme A, B, etc., je peux l'intercepter, je peux l'analyser, je peux décider de ce que je peux faire, et ce que je veux faire concrètement dans ma plateforme ISM ou dans un autre système. Donc ça, c'est important. Et comme je disais, on se base sur la technologie Workato qui va nous offrir toutes les mises à jour quand il y a des nouveaux connecteurs qui arrivent, mais aussi la robustesse de la solution. Donc, on est leader, hein, comme je disais, sur le marché sur ces technos-là. Et de point de vue sécurité aussi, c'est important. On va en tout cas tirer profit des certifications, des recommandations autour de la sécurité qui sont proposées par la plateforme Workato. Donc, pour résumer, ces intégrations en tout cas externes vont être le plus simple possible, le plus robuste possible, le plus fiable. On va avoir beaucoup d'avantages donc, dans cette démarche IPaaS, donc Integration Platform as Services, où on va accélérer la mise en place d'une interface. On ne parle plus des mois, mais quelques jours, voire au maximum quelques semaines, selon la complexité des choses. On va pouvoir gérer via une plateforme low-code, no-code, donc des fonctionnalités simples d'utilisation avec une interface user-friendly. Et on va, je ne vais pas le dire, peut-être j'abuse un peu sur le slide en disant aucune expertise technique, on va avoir quand même un minimum de connaissances, mais c'est vraiment des gains rapides qu'on peut avoir dès qu'on passe par une petite formation sur cette partie-là. On va vraiment se rendre compte qu'on peut faire plein de choses et derrière, on va exploiter le potentiel d'une plateforme IPaaS flexible, plateforme flexible et sécurisée grâce à la technologie Workato. Alors, du point de vue cas d'usage, sachez que vraiment, on a plein de cas d'usage. Nos clients, comme toute organisation, ont des besoins autour des intégrations. Là, j'ai essayé de résumer principalement les six, on va dire les 6 cas d'usage, mais quand même, il n'y a pas de limite. On peut faire on peut monter différentes intégrations. On peut vraiment se pluguer sur n'importe quelle application selon le besoin métier qui est exprimé par les métiers dans une entreprise. Mais si on résume, et ce que j'ai choisi en tout cas comme cas d'usage, c'est vraiment le premier, c'est vraiment l'e-branding. J'ai aujourd'hui dans ma structure une plateforme ITSM de type Ivanti ou autre, hein, ce n'est pas le sujet. J'ai besoin d'aller gérer des services avec mes fournisseurs et mes fournisseurs me rendent un service, notamment tout ce qui est escalade des incidents vers un prestataire, planification de changement et de demander des tâches par exemple à un prestataire. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces prestataires aussi disposent de leur outil ITSM. Et donc, le besoin initial de se dire bah, comment je vais pouvoir interagir avec les ITSM de mes prestataires, comment je peux mettre ça en place le plus rapidement possible, quels sont les outils qui me sont à disposition. Et là, IPaaS apporte une réponse dans le sens où on va pouvoir s'interfacer avec les ITSM du marché, hein, sans forcément tous les nommer, mais la plupart, pour ne pas dire tous, sont supportés par la plateforme IPaaS de Ivanti. Donc ça, c'est important. Donc, j'escalade mon ticket vers le prestataire. Le ticket est envoyé vers la plateforme source. En retour, je récupère le numéro de ticket et ça me permet de gérer toutes les règles de gestion que j'ai définir avec mon prestataire pour vraiment respecter mes engagements de contrat avec lui pour les délais de résolution et de prise en charge et de résolution. Donc ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, on va être dans une situation où on va pouvoir s'interfacer avec des solutions d'approvisionnement, donc autour de tout ce qui est procurement, par exemple pour tout ce qui est gestion de cycle de vie des actifs, gérer des contrats, des informations, par exemple quand vous gérez une nouvelle commande dans un ERP,
ça serait intéressant de répercuter ces informations-là dans votre solution ITAM, hein, donc tout ce qui est autour de la gestion d'asset management, pour dire, voilà, on a par exemple passé une commande de X machine avec tel coût, avec tel contrat associé, avec tel prestataire, etc. Et se décider à un moment donné de répliquer ces informations de façon synchrone, une fois que bien sûr il y a un déclencheur qui va être défini à un moment donné, dès que la commande est validée, de se dire, ben voilà, j'ai besoin de synchroniser ces informations dans l'ITAM avec la génération de CI, de la mise à jour de le numéro de la commande, de tout ce qui est données financières liées au coût. Donc ça, c'est un autre exemple où on va pouvoir aussi se baser sur l'IPAS pour pouvoir gérer donc, des interconnexions et automatiser des process de synchro. Un autre cas qu'on va aussi voir dans un use case purement sur l'IPAS, c'est l'arrivée d'un collaborateur. C'est le process, on va dire, chapeau qui va faire appel à différentes entités de type RH, finance, etc., moyens généraux. Là, encore une fois, on peut avoir des cas d'usage autour de ce besoin-là, de type, par exemple, une solution SIRH qui va déclencher un process qui va, lors d'une arrivée, de pouvoir de pouvoir définir une automatisation qui va créer donc des choses dans la plateforme ITSM. Ça peut être une demande de service automatisée qui va générer derrière via le workflow des tâches. Ça peut être une création d'un compte dans la partie, par exemple, Azure, etc. Ça, c'est un bon exemple et je pense que aucune DSI s'échappe de ce processus-là qui est important et qui est indispensable. D'autres cas d'usage, par exemple, tout ce qui est gestion des opérations de DevOps, liées au DevOps, dans le sens où, par exemple, je suis sur un changement dans l'ITSM et j'ai besoin de planifier une mise en production, de pouvoir aussi demander une correction grâce à ce changement sur un applicatif. Donc, je vais gérer un tas de choses dans une plateforme DevOps de type Jira, de type GitHub, de type Jenkins, etc. J'ai besoin d'avoir des interconnexions sur ces plateformes-là, sur ces solutions-là. Donc, pareil, une gestion bidirectionnelle. On a des connecteurs natifs et on pourra faire un exemple dans ce que j'ai prévu sur Jira, par exemple, ou Azure DevOps. La partie collaboration, c'est important dans le sens où on va pouvoir se plugger, mettre des process automatisés sur des solutions de type Microsoft Teams, Slack par exemple, ou des pushs sur tout type de communication, mail, WhatsApp ou communication sur les réseaux sociaux si nécessaire. Donc, pareil, la logique, c'est de se dire qu'est-ce que qu'est-ce que je vais déclencher par rapport à un trigger. Par exemple, je suis sur un incident majeur P1, j'ai besoin par exemple d'envoyer tout de suite un SMS, j'ai besoin d'envoyer tout de suite n'importe quel, par exemple, une notification sur un channel Teams, etc. Donc ça, c'est des cas d'usage qui sont concrets, qu'on a déjà mis en place dans certains de nos clients. Et pour finir, donc tout ce qui est gestion des opérations, aujourd'hui, on a des outils généralement de supervision, de sécurité, des solutions purement sécurité. Rien n'empêche qu'on peut aussi gérer des interconnexions avec ces solutions-là, en passant par les TSM, suite à un incident de sécurité, sur une faille, sur n'importe quelle thématique autour de ces aspects-là. La logique reste la même, c'est de comprendre qu'on a des connecteurs et on peut implémenter des process derrière pour un besoin en particulier. Donc là, c'est un autre cas autour de tout ce qui est gestion des opérations. Voilà, j'ai essayé de résumer les différents cas d'usage. Encore, il y en a d'autres cas. On s'adapte bien sûr au contexte de chaque client, mais sachez qu'il n'y a pas de limite. C'est vraiment l'outil est tellement puissant qu'on pourra implémenter n'importe quel process selon le besoin qui est défini. Alors, je vous propose de passer vraiment sur des cas d'usage et déjà commencer à présenter la plateforme iPass. Donc, je vais basculer sur la plateforme pour ça. Donc, je vais juste peut-être arrêter le diaporama. Voilà. Donc,
ici, je suis sur la plateforme ITSM, donc solution cloud. Alors, la plateforme iPaaS, elle est proposée aujourd'hui pour les clients SaaS, mais la volonté aussi de proposer cela aussi à nos clients qui sont en premise, chose qui ne va pas tarder donc, chez Ivanti. La première chose, c'est que ce que je disais en introduction, il suffit d'aller sur la console de configuration et on va pouvoir nativement retrouver une nouvelle brique qui s'appelle donc iPaaS Integration, où on va voir un ensemble des fonctionnalités, ce que j'essaie de vous expliquer euh, et vous présenter en tout cas la logique derrière cette brique-là et comment on va pouvoir euh, automatiser, gérer des intégrations avec des solutions tierces. Donc, première vue, on va ici consulter ce qu'on appelle des projets. Donc, ce sont des projets d'intégration. Donc, on est en capacité de créer nos propres projets. Donc, on peut gérer cela dans un dossier, des sous-dossiers. Ça permet de structurer en quelque sorte des projets d'intégration. Euh, donc, dans chaque projet, je vais avoir par exemple des connexions et ce qu'on appelle des récipes. Donc, c'est les recettes qui vont concrètement contenir l'enchaînement voulu par rapport à une intégration. Et le point de départ, ça va être vraiment gérer donc, les connexions. Donc, on a besoin de se connecter à telle solution. Donc là, de ce que je vois ici, j'ai des connexions qui sont up sur différentes solutions. Par exemple, ici sur la partie Microsoft Teams, ici avec OpenAI, ici avec Google Translate, avec Twilio, avec Azure DevOps, avec Google, etc. Donc là, je peux consulter mes connexions qui sont présentes dans la plateforme iPaaS. Je peux faire des recherches, bien évidemment. Et je peux également créer une nouvelle connexion. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est que je vais avoir un catalogue qui est quand même très important et qui est en constante évolution, puisqu'on va récupérer les mises à jour, si vous voulez, derrière. Excusez-moi, j'ai une petite coupure Internet, je suis désolé. Tu m'entends, Benjamin? Benjamin, est-ce que tu m'entends? Alors, je reprends. Donc, j'étais sur la présentation, excusez-moi, donc sur les différentes connexions qui sont possibles, donc avec iPaaS. On retrouve vraiment un catalogue très riche et en constante évolution de Workato. On va retrouver donc des applications Microsoft, des applications autour de Google. On peut effectuer une recherche, bien évidemment, hein, pour trouver la solution qu'on cherchait. Par exemple, si je tape Google, ben, il va me proposer toutes les applications et sur lesquelles je pourrais effectuer une connexion dessus. Donc, notamment tout ce qui est Google Workspace, Google Drive, Google Contact, Google Sheet, etc. Pareil, sur la partie Microsoft, je vais avoir des différentes choses qui sont proposées. Donc, autour de tout ce qui est Microsoft Azure, de l'Intra-ID, etc., du SQL, de OneDrive. Et le catalogue, donc, vraiment est très riche. Et un autre point important, si jamais on ne trouve pas le connecteur, on a ce qu'on appelle une community library où on va récupérer derrière des connecteurs qui sont proposés par les différents contributeurs à la communauté, dans le sens où on va avoir la capacité de voir des nouvelles connexions. Par exemple, si je cherche, je sais pas, Monday, par exemple, que je ne retrouve pas,
officiellement chez Workato, je vois que c'est un connecteur qui est proposé. Je vois combien d'installations, combien d'utilisateurs qui utilisent cette connexion-là. Et aussi, j'ai une visibilité sur les différentes triggers ou actions qui sont proposées, notamment si je crée une nouvelle entrée dans mon desk, si je mets à jour, etc. Donc, ça, c'est important de comprendre quelles sont les fonctionnalités proposées avant d'avoir un presse-bouton pour installer le connecteur qui sera disponible immédiatement donc, dans iPass. Donc ça, c'est très important de point de vue richesse, on va dire, de point de vue sur les connecteurs. Après, bien évidemment, quand on va avoir un projet d'intégration et on clique et on va créer une nouvelle connexion, de spécifier, bien évidemment, si je prends par exemple Azure DevOps, un ensemble d'informations, notamment tout ce qui est les aspects authentification. Donc là, on va définir dans quel emplacement par rapport à l'organisation de mes dossiers où je vais créer cette connexion. Et ensuite, on va utiliser généralement les derniers protocoles up-to-date par rapport à l'authentification de type AUTH 2.0, par exemple. On va définir donc des clés API, des tokens d'accès pour qu'on puisse derrière assurer et monter la connexion. Donc, c'est vraiment une interface graphique, on n'a pas besoin de coder quoi que ce soit, et c'est ça l'avantage, entre autres. Donc, à partir du moment que j'ai créé mes connexions, donc là, je peux revenir, si vous voulez, sur mes projets d'intégration. Le premier qu'on voulait voir, c'est la partie, par exemple, intra-ID, pour voir comment je peux, par exemple, déclencher une création d'un compte dans Azure à partir, par exemple, d'une demande d'arrivée. Donc, ce que je vous propose de voir, c'est déjà de commencer à comprendre la partie iPaaS, ce qui a été fait sur DevOps. Donc là, ce que je vois dans ce dossier-là, que j'ai trois choses. Donc, j'ai ma connexion, d'accord, et j'ai deux récipes. Donc, ce sont les tâches ou les blocs qui vont s'exécuter à un moment donné. J'ai tout de suite une visibilité sur combien de fois ça a été déclenché avec succès ou en failed. Et je peux bien évidemment rajouter mes propres récipes si nécessaire. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que voir la première étape, c'est par exemple sur la partie, excusez-moi, je suis sur DevOps, c'est plutôt intra-ID que je voulais voir. Donc là, j'ai la connexion et j'ai un récip qui va me créer un user à partir d'une demande d'essai. Donc, je peux aller dans ce récip. Qu'est-ce que je vois? Donc, je vois qu'il est en cours, c'est-à-dire il est en cours d'exécution. Il attend des nouvelles, de nouveaux déclenchements suite à un trigger dans Waiting for Jobs. Et je vois ici donc l'enchaînement de ce qui va se passer par rapport au traitement qu'on voulait. Et on va voir l'historique des jobs. Donc là, pareil, j'ai la visibilité sur combien de fois ça s'est exécuté. Je peux filtrer par période, par différents critères si nécessaire. Je peux voir directement ce récip, il pointe sur quelle connexion. Donc là, c'est la connexion qui s'appelle My Microsoft Entra ID, etc. Un point important sur la partie versionning, c'est-à-dire que ce récip-là qui définit l'enchaînement voulu, je peux gérer le versionning derrière, je peux mettre des commentaires et je sais qui a fait quoi, chose que très difficile à gérer donc quand on fait des développements avec les méthodes standards. Et donc ça fait partie aussi des avantages qu'on peut avoir avec une telle plateforme. Je peux définir mes test cases, donc je peux créer des scénarios de test qui vont me permettre de valider avant de passer donc ce récip en production et quelques informations sur les settings à modifier si nécessaire. Donc, je vais revenir sur le receipt. Donc, là, comment ça fonctionne? Donc, je vais avoir un trigger au départ qui va, par exemple, ici, être à l'écoute d'une demande de service dans ISM et qui va, en fait, derrière, récupérer des paramètres depuis une demande de service et qui va, donc là, on va passer sur un contrôle natif qui va permettre de monitorer, entre cas, il y a des erreurs dans des logs Workato. Et on va récupérer des choses, on va aller se connecter sur Microsoft Entra ID pour rechercher si l'utilisateur existe déjà par rapport à une clé qu'on va lui passer en paramètre. Donc là, par exemple, on va utiliser un bloc natif. Pareil, encore une fois, hein, c'est un drag and drop que je fais. Et je vais vérifier si l'utilisateur que j'essaie de créer, par exemple dans Entra ID, existe en se basant sur un ou plusieurs critères, notamment ici, c'était le first name, last name.
Et je peux utiliser l'adresse mail, je peux utiliser n'importe quel critère. Ce sont des champs que je récupère en entrée depuis mon webhook. Je vérifie si j'ai aucun enregistrement, c'est-à-dire que le total count est inférieur à 1, je vais dans ce cas créer l'utilisateur et c'est là où je vais passer les différents champs que je récupère en entrée pour alimenter les champs Azure AD, comme le display name, le nickname, l'user principal name, etc. Donc là, pareil, je peux définir les propriétés que je voulais sans problème. Je peux modifier ce récip-là pour le compléter. Par exemple, si je souhaite que quand l'utilisateur est créé, il va être ajouté un rôle, je peux le faire, etc. D'accord? Donc, on peut faire un exemple. Tout simplement, on va aller sur notre TSM. Donc, ça, c'est le portail utilisateur que vous, certainement vous connaissez. Donc, je vais chercher une demande d'arrivée d'un nouveau collaborateur qu'on va saisir. On ne va pas tout mettre pour gagner du temps. Hein, c'est juste les principales informations. Donc là, par exemple, on va dire c'est une démo qui passe. On va mettre un département, un titre, temps plein temps, une date de début. Et après, vous avez donc d'autres champs. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Ce qui m'intéresse, c'est de créer la demande et voir comment les choses se concrétisent dans iPass. Donc, je reviens ici. Donc, ça, c'est par rapport à l'enchaînement que je voulais avoir. Ce que je vois ici dans la partie Jobs, donc je vois qu'il y a une nouvelle entrée qui vient d'arriver. D'accord? Donc, si j'actualise, je vois que, donc là, on est sur le time zone PTD, mais on voit bien que un nouveau job qui s'est créé. Je peux aller consulter ce qui s'est passé. Donc là, en l'occurrence, je peux voir en cliquant sur n'importe quel bloc qu'est-ce qu'il fait exactement, comment il a traité les informations. Je peux avoir des informations ici, par exemple. Il a vu que mon utilisateur que je viens de déclencher, de spécifier sur ma demande, il n'existe pas, donc le total count égale 0. Et c'est pour ça, en fait, il était parti sur cette branche-là. Il m'a créé un utilisateur, chose qu'on va vérifier tout de suite. Donc dans Azure, si j'actualise, et que tout ça se passe bien, j'ai bien un nouvel utilisateur qui s'appelle Demo iPass et que je vois qu'il vient d'être créé à l'instant. Et pareil, après on peut, par exemple, tout à l'heure j'ai montré sur le formulaire d'arrivée des départements, je peux en fonction de départements avoir des tables de correspondance pour aller l'ajouter dans le bon rôle ou dans le bon groupe. Le récip natif Azure AD existe, donc je peux faire ce genre de traitement. Je peux, pareil, dans le cas d'une mutation, dans le cas de changement d'un service, je peux me baser sur un Workato pour créer un récip qui va, suite à un changement dans les TSM, suite à une demande de service, bien évidemment, aller mettre à jour des informations dans Azure AD. Donc ça, c'est un exemple concret. Bien sûr, hein, j'étais parti sur une version vraiment simplifiée, mais qu'on peut compléter. C'est-à-dire que si je reviens sur mon récip ici, je vais l'arrêter, donc stop récip. Je peux l'éditer. Et donc là, je peux compléter par d'autres actions. D'accord? Par exemple, si une fois que j'ai créé le compte dans Azure, je peux aller récupérer son référence interne et je peux aller rajouter d'autres choses. Donc là, par exemple, je peux ici rajouter une autre action en se basant sur intra-ID, d'accord? Et là, c'était juste pour vous montrer ce que je viens d'évoquer. Je peux lui rajouter un groupe une fois qu'il a créé et qu'il est créé. Je peux l'associer à un rôle, je peux récupérer des informations, je peux le retirer d'un groupe, d'un rôle, etc. Donc, il y a pas mal de fonctions ou des méthodes qui sont natives. Et c'est là où ça devient intéressant puisqu'on peut se baser sur ces modèles-là pour répondre à 90%, pour ne pas dire plus, des cas d'usage que vous rencontrez au quotidien. Bien sûr, on peut faire des choses avec du HTTP request si jamais on ne trouve pas notre bloc. Et ça, c'est important aussi. On laisse la porte ouverte si on veut vraiment mettre quelques lignes de code, mais ce n'est pas forcément l'objectif de la plateforme. À notre cas, on va passer maintenant sur, donc là je peux exit, je vais aller passer sur un autre cas d'usage qui est la partie Azure en DevOps.
Donc ici, pareil, quand je me mets dans ce projet-là, je vois que j'ai une connexion app sur mon DevOps qui est juste là. Et j'ai un premier job, on va dire, qui est Task for Security Goes to DevOps. En gros, ce qu'on cherche à faire ici, c'est que quand je suis sur mon ITSM, donc le premier trigger, il est là, qu'est-ce qu'on a défini dedans? Je vais dire, à partir du moment que j'ai un owner team sur une tâche qui est affectée à l'équipe sécurité, dans ce cas-là, je vais aller créer un work item dans Azure DevOps pour telle équipe. D'accord? Donc, ça vraiment un processus simple et on va gérer s'il y a des erreurs dans des logs Workato qu'on peut consulter juste ici. Et ça se traduit de la façon suivante, c'est-à-dire que si je suis sur un incident, par exemple, on va prendre par exemple, peu importe, allez, je prends n'importe lequel. Ici, je vais créer une nouvelle tâche. D'accord? Cette tâche-là, par exemple, on va l'appeler diag sécurité. D'accord? Donc, cette tâche-là, je vais l'affecter à un service en particulier, donc sécurité, et à un team bien défini. Donc, à partir de là, donc, je peux définir la priorité pour la synchroniser avec une priorité de work item dans Azure DevOps, mais je peux juste créer cette tâche-là. Et derrière, donc, comme on a défini le workflow, donc ici, donc, on va toujours être à l'écoute. Généralement, on attend quelques minutes, mais on peut forcer aussi. D'accord? Donc là, par exemple, il a trouvé des jobs et il va commencer à les traiter. Et à partir de là, on peut créer donc le work item dans Azure DevOps à partir d'un événement qui s'est passé dans notre plateforme ITSM. Donc là, on voit qu'il y a récupéré d'autres jobs qui étaient dans la queue et créé, il m'a bien créé le work item dans Azure DevOps. Donc je peux aller voir donc ici dans Azure DevOps si j'actualise cette page-là. Je vais avoir donc de work item créé donc dans cette brique-là. Donc de la même façon, si je vais par exemple aussi avoir une synchronisation bidirectionnelle, ce qui est important, je vais pouvoir aussi, grâce à notre récit, de se dire, dès que j'ai un update qui se fait dans Azure DevOps, par exemple un changement de statut, un changement de priorité, ou n'importe quel changement, en rajoutant par exemple un commentaire sur un work item. Donc, c'est le cas ici. Par exemple, dès que j'ai un new work item commented, donc en gros un commentaire qui était rajouté sur un work item de DevOps, je vais pouvoir faire des choses. Notamment, par exemple, ici, je vais aller chercher ce work item qui était rajouté, récupérer son work item ID, aller faire une recherche dans ITSM pour récupérer le ticket ou la tâche sur lesquelles on a fait la synchronisation initialement. Et derrière, je peux par exemple rajouter une note qui est rattachée à la tâche pour qu'on puisse derrière récupérer l'information et avoir une synchronisation bidirectionnelle. Je vais peut-être déborder de 10 minutes, Benjamin, par rapport au temps prévu, pour essayer de montrer le maximum aussi de choses qui sont possibles de faire. Donc ça, c'est notre cas d'usage avec la plateforme DevOps. On peut initier des choses vers cette plateforme ou du récupérer aussi des éléments. Je peux également voir d'autres cas d'usage si je reviens sur mes projets. Et donc là, l'autre exemple que je voulais vous montrer, c'est la partie, par exemple, Gmail. Donc dans Gmail, ce qu'on peut faire, en tout cas avec Google, c'est de se dire, je vais avoir une solution SIRH qui, pour une raison X, Y, elle ne peut pas envoyer des choses directement sur les TSM, mais ce qu'elle peut faire, c'est d'exporter des données dans un fichier de ce type-là, par exemple, un fichier de Google Sheet, où elle va déclarer, envoyer des informations sur les nouveaux collaborateurs qui arrivent ou ceux qui ont eu des modifications sur leurs données personnelles, par exemple. Donc, à partir de là, je peux me connecter sur ce genre de solution. Donc, si je vais sur mon projet Google, donc j'ai ma connexion qui est app sur Google, mais aussi sur l'ITSM, parce que
c'est dans l'ITSM que je vais faire créer des choses, notamment créer l'utilisateur et créer derrière une demande d'arrivée automatiquement. Et donc là, pour faire ça, on va se baser sur ce type de récip que vous pouvez bien évidemment le créer, ou on verra, on pourrait l'exporter. Et donc, ce que je vais faire un temps réel sur Google Sheet, donc à partir de la connexion que j'ai définie, on écoute, et à partir de là, je vais scruter le fichier, d'accord, en définant quelle feuille, bien sûr, de Google Sheet qu'il faut parcourir, et on va aller effectuer une recherche dans l'ITSM pour vérifier si l'utilisateur existe par rapport, par exemple, à une adresse mail qui était définie dans le fichier ou à partir d'une immatricule d'un employé, etc. Et là, par exemple, on se base sur le primary email pour vérifier s'il est égal au primary email de ce qui est défini dans le fichier Google. Et à partir de là, si je le trouve, ben, je vais mettre à jour mon employé avec peut-être un changement de sa localisation ou un changement de son service, etc. Donc, ce qui me permet d'avoir des données à jour dans mon ITSM. Sinon, dans l'autre cas, donc là, ce que je vois, peut-être réduire un petit peu ici, je vais créer l'utilisateur dans l'ITSM, d'accord, et je vais pouvoir créer derrière une demande de service pour déclencher l'arrivée. Comme ça évite que le manager crée manuellement la demande dans l'ITSM. Voilà, c'est un autre exemple où, pareil, même logique, je peux voir ce qui était réalisé auparavant et pouvoir y faire évoluer si nécessaire, en tout cas, ce récip. Jira, ça fait aussi partie des connexions qui sont demandées. Et on va avoir, par exemple, ici, la même logique un peu similaire à DevOps. Donc, si je vais sur ma partie Jira, je vais retrouver la même chose. Par exemple, je vais synchroniser à partir de ISM vers Jira. La même logique, on va avoir un trigger. Donc là, par exemple, je fais le test ici. Un trigger qui va se déclencher à partir d'une action dans ISM. Par exemple, là, j'ai mon ticket que je vais l'escalader vers Jira. Donc, je vais utiliser une action, create Jira record, qui va se déclencher. Donc là, je confirme le lancement de l'action. Et il va envoyer donc un ensemble d'informations vers Jira. C'est moi qui décide qu'est-ce que je définis dans mon workflow. Et si tout se passe bien, je vais pouvoir, quand je rafraîchis, j'ai bien une référence externe que j'ai récupérée à partir de tickets Jira. Donc, je sais qu'il y a un work item ou une tâche selon ce qu'on définit dans Jira. Et en toute logique, cet enregistrement devrait exister dans Jira. Donc, on voit bien que on peut créer des choses donc, dans Jira. Je sais plus ce que j'ai pris comme titre, donc email problème en mobile smartphone. On voit bien que le ticket est bien créé sur Jira. On récupère et on envoie plutôt le rec ID, l'incident number de ISM, de Neurons for ITSM vers Jira. Donc c'est une synchronisation bidirectionnelle aussi. Donc là, on est sur l'incident 11159 qui est juste là. Même logique, pareil, si je suis là sur Jira, je vais pouvoir ajouter des commentaires je peux synchroniser avec mon ITSM si nécessaire. Donc, commentaires, pardon, depuis Jira. Même logique, je vais avoir un récip qui est à l'écoute sur Jira. Dès qu'il y a un nouveau commentaire, je peux l'intercepter et je peux l'ajouter en récupérant la clé, en se basant sur la clé qui match entre les deux enregistrements, qui est l'ID du ticket. Je vais pouvoir ajouter une note, par exemple, sur le ticket ou faire ce que je veux. Pareil, si je décide, par exemple, de résoudre cet enregistrement Jira, cette tâche-là, je peux, donc là, par exemple, je vais dire que c'était fait. Je peux envoyer cette synchronisation en mettant à jour mon incident ou mon change dans ITSM pour dire que c'était résolu et récupérer la résolution si nécessaire et tout commentaire depuis Jira vers ISM. Donc derrière, il va y avoir les automatismes qui vont se lancer, puisqu'on est sur des triggers temps réel, sur les TSM pour derrière exécuter des choses. Donc là, si j'actualise mon incident, je vais voir bien. Donc peut-être c'est pas encore fait, je peux aller vérifier dans les logs.
Mais l'objectif, c'est que je peux revenir derrière et vérifier la résolution ou toute mise à jour que je viens d'effectuer côté Jira. Alors, il est 50. Ce que je peux vous montrer, on peut encore montrer plein de choses en termes de use case. Peut-être pour finir, la partie IA, on en parle beaucoup. On sait faire des choses aussi avec IPAS, hein, notamment sur des use cases autour, par exemple, de tout ce qui est besoin d'effectuer des translations en temps réel dans un contexte, par exemple, international d'une organisation qui utilise le TSM, ou par exemple avoir des cas d'usage où on veut par exemple demander à l'IA de nous aider à auto-classifier un incident selon son sujet, selon sa description ou n'importe quel autre critère. Et de ce fait, je vais pouvoir par exemple ici, c'est un bon exemple, vous voyez qu'on parle d'un problème d'email, de problématiques de connectivité depuis son smartphone, le ticket arrive, il est qualifié en service desk comme service et catégorie. Je peux me baser sur l'IA grâce à iPass de demander une classification intelligente. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va dire le bot ou le récip côté iPass va récupérer le sujet, la description, et il va analyser cela et nous proposer un service de mes services et un problème catégorisé de point de vue connectivité par rapport à ces entrées-là. Donc, ça, c'est important. Ça permet de gagner du temps pour se baser sur des mécanismes de ce type-là pour pouvoir aider à l'autoclassification des incidents. Mais on peut avoir d'autres cas, hein, vraiment. Ici, je peux, par exemple, dans un contexte international, de demander une translation intelligente pour dire, OK, dans quelle langue pardon, vous voulez traduire le sujet et la description. On récupère toutes les langues natives d'ISM. Je peux demander en français, en italien, par exemple, et le système va interroger les API de type Google Translator, OpenAI, etc. En fonction de vos choix, bien évidemment, copilote tout ce que vous voulez pour qu'on puisse derrière effectuer les translations. Et là, c'est le cas, donc on passe en italien dans ce genre de cas. Et tout ça, derrière, c'est juste pour finir, pour montrer un peu comment ça fonctionne. Si je prends par exemple la partie classification, donc on voit que le récip il est up, il est en train de tourner, la preuve qu'on a vu que ça a été mis à jour. Tout est tracé en termes de log, c'est important de voir l'efficacité. On a aussi un dashboard, je vous montrerai ça. Et derrière, on va à l'écoute du ISM, on va chercher des incidents, par exemple dans ce cas de classification. On va demander à OpenAI, par exemple, en utilisant des modèles, d'aller suggérer le bon service en fonction des éléments que je lui communique en entrée, comme le sujet et la description. En fonction de ça, je peux avoir une chaîne, enfin une arborescence en fonction de services proposés, d'aller vérifier et me proposer la bonne catégorie. Donc tout ça, ça se construit, mais on gagne beaucoup, beaucoup de temps par rapport à des développements aujourd'hui qui se font de façon standard, qui marchent, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui quand même sont difficilement maintenables avec un coût qui n'est pas négligeable. Je termine juste avec un dernier point, c'est que effectivement, quand vous gérez des interconnexions, vous avez certainement deux systèmes différents. Vous allez avoir des informations euh, sur des référentiels qui ne sont pas les mêmes. Je donne un exemple, les statuts dans l'ITSM Ivanti ne sont pas les mêmes que dans Jira ou dans Salesforce ou dans n'importe quelle solution. Et donc, l'outil permet d'avoir une table, de mettre à disposition la possibilité de créer des tables de correspondance. Et donc là, on va pouvoir se baser sur ces tables de correspondance pour vraiment gérer les synchronisations et c'est administré dans un seul endroit et ça évite de faire des choses en dur dans les scripts comme on le fait aujourd'hui dans certains cas où on développe de A à Z. Autre point, je sais que tu m'attends Benjamin, mais je termine juste avec ça. On parle du SaaS depuis le début, mais sachez qu'aussi on est en capacité de gérer des synchronisations, des intégrations avec le on-prem. En gros, si par exemple pour une raison XY, je suis dans un contexte où je vais m'adresser à un fournisseur pour lui envoyer une information sur un ticket et son ITSM il est en premise ou un ERP en premise, n'importe quelle solution en premise, je peux déployer un agent Workato en local qui va être à l'écoute
de ces événements-là. Bien sûr, il y a un certain aspect autour d'ouverture de flux web HTTPS sur le 443, mais je peux vraiment communiquer en interne, en primaire, si nécessaire. Les dashboards, c'est important. Je disais en introduction, qu'est-ce qui se passe dans mon iPass, comment les choses fonctionnent. Montre-moi le taux de réussite de mes récits, de mes recettes en français. Ça, c'est important d'avoir ce genre de dispositif, que ce soit sur une période. Je peux voir sur des périodes définies, du custom range si nécessaire. Je peux faire un focus sur seulement ceux qui ont échoué, d'accord, les failed job count. Je peux aller les voir, consulter, comprendre ce qui se passe, comme je viens de montrer sur la partie log, et aussi filtrer par projet. Par exemple, moi, je m'intéresse juste à une connexion avec une application lambda, je m'intéresse que à l'IA, je peux filtrer pour voir qu'est-ce qui se passe sur cette interface-là et comment, de point de vue efficacité, fiabilité. Et dernière chose, et je m'arrête là, sur la capacité de pouvoir exporter, importer des process de type iPaaS. Comme vous le savez, chez Ivanti, on propose nativement 3 tenants de développement, de pré-prod et de production. Ce qui est important, c'est qu'on va pas développer, mais de paramétrer ces process-là dans un environnement de développement et qu'on pourra derrière les exporter de façon simple. Et donc là, c'est l'outil qui l'offre. On va pouvoir créer des manifestes ici. On va spécifier donc le nom. On va dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'exporter? Je prends l'IA avec la connexion plus les récipes qui sont associés ou uniquement un récip en particulier. Je passe par un sous-wizard, je génère un fichier, je l'importe de l'autre côté. Et ça, c'est important de point de vue simplification de process du RAN, on va dire, et de mise en production de ce genre de process iPaaS. Voilà, je pense, voilà, le temps ne me permet pas, sinon je peux passer encore au moins une bonne heure pour vous montrer d'autres cas d'usage. En tout cas, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions. Je vais repartager le dernier slide pour annoncer le dernier Oui. webcast. Je te laisse la main, Benjamin, je te remercie. Merci beaucoup Anouar pour cette démo, c'était très intéressant. Comme le disait Anouar, on peut reprendre du temps avec vous pour vous refaire une démo, vous partager d'autres cas existants ou faire une démo sur vos use cases à vous, ce qui pourrait être intéressant également. On pourra vous faire des propositions financières parce que sachez aussi que c'est très avantageux en termes de coût par rapport à ce que vous avez pu avoir en termes de connexion d'API et puis à maintenir dans le temps aussi, ça reste avantageux. En attendant, je vous annonce le prochain webinaire qu'on fera le 19 juin autour de la thématique comment intégrer les mobiles au sein d'une gestion unifiée. Aujourd'hui, on est tous dans une démarche d'unifier un maximum notre gestion. On a vu lors des premiers épisodes qu'on n'avait aucun mal au sein du même console à manager la partie OS, la partie serveur, que ce soit du Mac, du Linux, peu importe. Et qu'en est-il de la partie MDM? Parce que la partie mobile fait pleinement partie de notre travail aujourd'hui. Comment la gérer, comment l'intégrer, comment faire en sorte que la gestion soit simple et efficace. Et c'est ce qu'on va vous démontrer lors du prochain webinaire à travers les outils Eventy toujours et Eventy Neurons for MDM intégrés sur la plateforme Neurons. Je vous remercie beaucoup. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous pouvez regarder le replay qui sera mis en ligne très prochainement. Et puis, on vous attend le 19 pour un nouvel épisode. Merci à tous. Merci à Noir. Merci à à très vous. Vite. Merci Benjamin. Bonne journée à tous. Au revoir.